Alors, du coup, je vais vous parler d'une extension qui est beaucoup plus, disons, qui a un but beaucoup plus restreint. C'est une extension que j'ai créée essentiellement pour ma thèse à l'origine et qui sert à améliorer le système de référence croisée au départ, donc à l'intérieur de ma thèse. Alors, je vais vous montrer un exemple avec avec des lignes numérotées, pardon, donc qui représente un des cas en fait pour lesquels cross-ref peut être utile. C'est un cas où on veut se référer à la fois à la page où se trouve une référence et à la ligne plus précise. Par exemple, ici sur chaque occurrence du terme de loup et de mère, j'ai mis un label, donc une série de labels pour les occurrences de loup et une série de labels pour les occurrences de mère. Et donc, on va voir d'abord pour la démonstration de la manière, des fonctionnalités, comment on peut référer à toute la liste des utilisations des termes de mère et de loup. Alors, sur la configuration pour la numérotation des lignes, je n'ai pas utilisé line-no parce que ça ne fonctionne pas avec cross-ref. Ça a été ma découverte d'hier matin pour des raisons que je vais expliquer plus tard. Donc, j'ai utilisé l'extension dont j'ai plus l'habitude, ReLEDMac, qui sert en principe à faire des éditions critiques. Donc, on indique dans un apparat en bas de la page toutes les variantes en fonction des manuscrits du texte qu'on est en train d'éditer. Et quand on fait des éditions critiques, on se réfère précisément aux mots et donc à la ligne où se trouve chaque mot dont on va indiquer les variations selon les manuscrits, ce qui implique donc de numéroter les lignes. Donc voilà, j'ai utilisé ReLEDMac en fait simplement pour afficher la numérotation des lignes que vous avez vues tout à l'heure. Et j'ai mis l'option, pour compliquer un peu les choses, l'option de numéroter les lignes par page, donc de recommencer à 1 à chaque page, ce qui est un cas d'usage assez fréquent, surtout pour les textes très longs, où on arriverait à plusieurs centaines de lignes. Et donc, c'est là qu'on va avoir besoin, si on se réfère à un mot particulier, par exemple, à cette occurrence du mot mère, on va avoir besoin de dire que c'est page 3, ligne 3. On ne peut pas simplement se référer à la ligne. Donc ensuite, pour essayer de voir la différence avec ce qui existe
avec une commande spéciale de ZRef. Et donc ensuite, dans la deuxième ligne ici, je dis simplement à ZRef, quand il crée un label, d'inclure la propriété ligne que je viens de lui donner ici. Enfin, pour pouvoir comparer ce qui est comparable, on ne va pas comparer directement avec ZRef en général, mais avec l'extension ZRef Clever, qui est censée faire ce que je voulais faire avec Crossref et Lum, c'est-à-dire faire une énumération intelligente. Donc, par exemple, quand il y a deux références sur la même page et qu'on lui demande d'afficher toutes les pages où se trouve le mot loup, par exemple, il ne va pas nous afficher 4 fois la page 1, il va nous le faire une fois. Donc, on va en voir un exemple tout de suite. Bon, d'abord, un exemple un peu naïf où, pour voir la liste des occurrences du mot loup, à quelle page on trouve le mot loup, on va indiquer tous les labels qui réfèrent au mot loup. Évidemment, on se retrouve avec une liste de numéros identiques. Et donc, si on utilise non pas ZPageRef, mais ZCPageRef, qui est fourni par l'extension ZRef Clever, là, on voit que on peut lui fournir donc une liste de tous les labels et intelligemment, il nous dit que le mot loup se trouve dans les pages 1 à 3. Il ne fait plus la liste. Bon. Donc, jusque-là, pour ce cas d'usage, ZRef Clever convient parfaitement. Maintenant, si on veut référer aux lignes, donc là, je lui ai dit d'utiliser la référence ligne donc créée par ZLabel qu'on a mise en place tout à l'heure. Bon, je lui dis no name pour qu'il ne mette pas automatiquement, parce que là, vous voyez que ici, quand on dit ZC PageRef, il met automatiquement le mot page au pluriel. Donc là, je lui dis de ne pas mettre le nom automatiquement parce que j'ai introduit moi-même le mot ligne. Ça, c'est parce que je n'ai pas réussi à configurer comme il faut, je n'ai pas bien compris. Et il me donne la liste des lignes où on trouve le mot. Alors, premier problème, on a bien des numéros de ligne, mais il ne peut pas donner les numéros de page. C'est-à-dire que ZRef est capable, si je lui avais mis en fait dans la liste une référence à une figure, une équation, il m'aurait mis au milieu, au lieu de 9 par exemple, équation 2. Mais par contre, on ne peut pas lui demander pour un même endroit dans le texte, pour un même label, de donner à la fois le numéro de la page et le numéro de la ligne. Et donc, dans une énumération comme celle-ci, où les lignes sont remises à 1 à chaque page, ça pose problème. Deuxième problème, donc là, on est sur les occurrences de loup. On va aller voir à la première page, plutôt à la troisième, la ligne 8. On voit que, en fait, le mot loup n'est pas à la ligne 8, mais à la ligne 9. Et c'est lié au fait que, comme je l'ai montré tout à l'heure, pour pouvoir entrer mon nouveau type de référence dans ZRef, j'ai dû utiliser un numéro de compteur. Je n'ai pas le choix de faire autrement, parce que c'est comme ça qu'est conçu ZRef. Il a été pensé, en fait, au départ, surtout pour faire référence à des nouveaux types d'environnements, des nouveaux types de figures qui sont numérotés de manière, dont la numérotation ne change pas, par exemple, en fonction de l'endroit où elle se trouve sur la page.
Et en fait, le problème qu'il y a ici, c'est que au moment, alors je ne sais pas exactement à quel moment ça se passe, c'est un algorithme assez compliqué, mais quand il y a une linéation par page, le numéro des pages est recalculé par LLMAC au dernier moment, au moment où est construite la page. Et donc, les numéros de ligne sont modifiés, ce qui fait qu'on a ce décalage de 1 sur la dernière page. Et ça, c'est un problème que j'ai bien cherché, honnêtement, et on ne peut pas résoudre ce problème avec ZREF, parce que ZREF veut un compteur comme mécanisme d'extension. Et que pour récupérer le numéro de ligne réel, le numéro de ligne final défini par ReLNMAC, il faudrait en fait aller dans le fichier auxiliaire, récupérer la valeur enregistrée par ReLNMAC dans le fichier auxiliaire. Donc de la même manière que ce qu'on fait par exemple quand on utilise PageRef, on va voir dans le fichier auxiliaire la valeur de page enregistrée par la tech. Donc voilà en gros les deux limites que j'avais besoin de surmonter pour faire ma thèse, puisque en principe, j'avais prévu de faire une édition critique en annexe de ma thèse et de faire des références automatiques aux lignes et aux pages. Alors un autre problème qui se pose aussi, je ne sais pas si c'est le cas en mathématiques et en sciences expérimentales, mais en maths et sciences humaines, on fait beaucoup référence à des notes de bas de page aussi. Et donc, on a besoin de la même manière de pouvoir dire, voir note temps, page temps. C'est plus sympathique si on peut le faire avec une seule commande qui nous fait les choses bien, surtout quand on réfère à plusieurs notes successives qui sont sur des pages proches les unes des autres et où du coup, il peut y avoir des recoupements, plusieurs notes peuvent ou peuvent ne pas être en fonction des compilations sur la même page. Donc, passons maintenant à crossref et num. Crossref et num, donc reprend un peu, c'est pas que je reprends le même principe, c'est que j'ai un peu réinventé. En fait, je n'avais même pas regardé ce qui existait en LaTeX, pour tout vous dire. Mais crossref et num donc, reprend l'idée de donner une liste de labels. Et donc ici, on fait référence à EdPage, c'est le label créé par ReLNMAC, pas le label créé par ZREF. Et donc, on a de la même manière que tout à l'heure avec ZCRFPage, page 1.3 qui est affichée correctement. Et maintenant, si on prend simplement la liste des lignes, sans faire référence à la page, on a la liste exacte des lignes, parce que crossref et num n'utilise pas le compteur que l'on a vu tout à l'heure, qui est modifié au dernier moment par ReLNMAC, mais il utilise la commande de ReLNMAC qui permet de retrouver le numéro de la ligne. Et donc là, on voit qu'à la fin, la dernière valeur sur la page 3, c'est bien la ligne 9, comme on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, on peut lui demander aussi on peut lui passer l'option EdPageName, et là, il nous donne page 1, toutes les lignes sur la page 1, page 2, toutes les lignes sur la page 2, et page 3, la ligne de la page 9. Alors, même chose pour le mot mère, cette fois, c'était pour vous montrer que même à l'intérieur de l'énumération des lignes, ici, il indique aussi les intervalles quand il y a deux lignes consécutives. Alors, oui, le problème, quand on a
des énumérations comme ça, c'est que ce n'est pas très lisible. On a du mal donc, à repérer où sont les passages à une page différente. Et donc, Crossref et Num, tout comme Zref, ZCref, fournit un moyen de personnaliser l'affichage. Ce que je fais, et ça devrait changer quand j'aurai envie de m'y mettre, pour l'instant, ça se fait avec des macros, une simple définition de macro, à l'intérieur desquels il y a le nom du type qu'on veut modifier. Donc, par exemple, la première, head page 9 before last in enum, c'est ce qu'on veut afficher avant la dernière occurrence, avant le dernier bloc, si vous voulez, de page et de ligne. Donc, en l'occurrence, le « et » que l'on retrouve ici. Head page 9 et ligne des limes, ça, c'est ce qu'on va mettre entre chaque bloc page-ligne. Donc, on retrouve ce point-virgule ici et ici. Donc, avant chaque fois que l'on revient au numéro de page. Et enfin, je trouvais que ça ne suffisait pas tout à fait assez, donc je me suis dit, on va modifier un peu la fonte pour mieux faire ressortir la différence entre les pages et les lignes. Donc, on peut aussi indiquer le format du second type de headline. Donc, on peut indiquer le format de headline quand il est en second type, puisque headline est le second type du type composé head page 9. Et donc, dans ce cas-là, quand headline est utilisé comme second type, pas quand il est utilisé tout seul, on va le mettre en footnote size. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, en fait, sur les fonctionnalités de base, vous avez à peu près tout. C'est relativement simple. En fait, ce qui est complexe dans l'extension, c'est essentiellement tout l'algorithme qui permet d'avoir un affichage correct et non redondant. Et quand on a quand on a un type composé de deux sous-types qui se combinent entre eux, plutôt qui sont combinés, ça devient assez complexe en fait à calculer. Alors maintenant, si on veut se référer à tous les exemples, il va falloir se référer donc aux pages sur lesquelles se trouvent tous les exemples que je vous ai donnés. Et pour ça, on ne peut pas utiliser la commande, la clé page qui serait habituelle sur un document LaTeX, puisque au départ du document, on a chargé Zref, et donc ZLabel remplace le mécanisme de label normal de Relenmap. Et donc, si on lui dit de se référer à ZPage, hein, la page mise en... la page enregistrée par Zref, on a un sympathique message d'erreur qui nous prévient que le type n'est pas supporté. Et qui stoppe la compilation du programme, d'ailleurs. Donc, ce qu'on voudrait faire avec Crossref et Num, c'est pouvoir étendre, de la même manière qu'on peut étendre Zref, étendre Crossref et Num pour qu'ils puissent supporter les labels mis en place par Zref. Alors, avant d'expliquer comment on peut le faire, je vais simplement donc, un peu résumer et étendre ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai dit au fil des exemples. Donc, pourquoi la création de Crossref et Num et quels sont les objectifs, qu'est-ce qui finalement est apporté par Crossref et Num et que je n'ai pas trouvé ailleurs.
D'abord, Crossref-ENU partage des objectifs communs avec ZRef-Clever, la suppression des redondances, comme on a vu tout à l'heure, la mise en forme flexible et personnalisable. On peut personnaliser le préfixe qui est utilisé, hein, le P point ou le L point avant l'énumération de lignes. On peut personnaliser la fonte utilisée comme on a vu tout à l'heure. Et il supporte, comme ZRef-Clever, à la fois des références ponctuelles, donc c'est ce qu'on a vu jusqu'ici, hein, à chaque fois on donne une liste de références à un label donné, mais on peut aussi lui donner des références à des intervalles. Alors j'en ai pas donné d'exemple dans ce fichier, mais par exemple j'aurais pu mettre à l'intérieur d'un grand groupe, hein, au lieu de ces deux accolades, j'aurais pu mettre ex1 to ex4, par exemple, et donc il m'aurait créé un intervalle qu'il aurait ensuite comparé avec ex5 pour savoir si ex5 est bien sur le même intervalle de page que ex1 à ex4. Donc ça, les deux extensions le font également. Et donc l'enjeu qui est derrière, et en particulier l'enjeu scientifique, c'est de favoriser l'utilisation systématique de références internes précises. Alors, en sciences humaines, ça peut être un vrai problème, notamment parce que, en général, on est tenu d'envoyer des manuscrits réalisés, des manuscrits en docx, que les références internes sont pas forcément très faciles à mettre en place. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne savent même pas comment on fait avec Word ou LibreOffice pour créer une référence croisée automatique. Et du coup, on se retrouve parfois avec des livres qui développent sur des dizaines de pages des démonstrations assez compliquées, qui font des retours en arrière et qui parfois nous disent pour comprendre tel argument, allez voir chapitre temps. Chapitre temps qui fait 30 pages et débrouillez-vous avec ça. Donc, avoir une extension comme Crossref-ENU, ça permet donc d'avoir des références précises si on doit se référer à plusieurs notes à la fois parce que l'argument qu'on est en train de développer repose sur des choses qu'on a montrées dans plusieurs notes ou des références qu'on a déjà citées dans plusieurs notes. Eh bien, on peut le faire et on n'a pas à se soucier de savoir si les notes sont sur la même page ou pas. Alors, de même, sur le côté précis des références, le fait de pouvoir gérer les intervalles permet aussi de donner systématiquement le début et la fin du passage auquel on se réfère. Si on renvoie à une démonstration qui se fait sur 2 paragraphes, on peut systématiquement indiquer le label au début du paragraphe, le label à la fin, et c'est Crossref-ENU ou ZRef-Clever tout seul qui va voir s'il faut dire page 33-34 ou seulement page 33. Alors ensuite,
supprimer les redondances, etc. Ça, il faut vraiment qu'il y ait une extension qui le fasse parce que on ne peut pas le faire manuellement, ou alors ça voudrait dire qu'il faudrait à la main, une fois que le document est complètement stabilisé, revoir tous les endroits où on a cité des références. Vous pouvez m'interrompre d'ailleurs au fur et à mesure. Je vais un peu vite. Et enfin, les objectifs spécifiques à Crossref et NUM. Donc le fait qu'on puisse combiner deux indicateurs, principalement page et note, page et ligne, c'est ce qui est indiqué, c'est ce qui est implémenté actuellement. Et ce que j'ai voulu faire aussi, notamment parce que j'utilise tantôt LaTeX, tantôt contexte, selon les usages, selon les buts, je voulais que le programme soit indépendant à la fois du format, du moteur, c'est-à-dire l'UATech, KTech, PDFTech, et par conséquent du programme, de l'extension qui détermine les valeurs associées aux références. Donc il faut que ça marche aussi bien avec le mécanisme label de LaTeX qu'avec ZREF, qu'avec le mécanisme de référence de contexte, etc. Et ça me paraissait en fait assez faisable parce que dans le fond, tout ce que fait Crossref et NUM, c'est qu'il prend une série de valeurs en entrée, les valeurs brutes associées à chaque label. Le travail de ZREF et NUM à proprement parler, c'est de calculer quelles valeurs on enlève, lesquelles on fusionne, etc., comment on met en forme. Et ensuite, il renvoie ça au document pour faire la composition à proprement parler. Donc du coup, pour voir un peu toutes les fonctionnalités, les cas auxquels j'ai pu penser, le mieux c'est de se référer au manuel qui est sur la page du CETAN, voilà, qui est en première page, et au fichier de test qui m'a servi en fait à développer l'extension et qui indique un peu tous les cas de figure que j'ai pu imaginer, y compris ceux qui peuvent faire planter. Ce fichier test, en fait, on peut trouver la version compilée, non pas directement sur la page de l'extension du CETAL, mais en allant dans les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Dans le lien qu'il y a tout en haut de la description qui permet d'accéder au fichier source. Et là, en allant dans test, on a les deux fichiers de texte compilés, parce qu'il y en a un pour contexte, un pour LaTeX. Et donc, bon, on part avec les cas de figure assez simples qui n'ont pas grand intérêt quand il n'y a rien du tout, quand on ne cite qu'une page. Parce qu'à la fin du fichier, il y a un texte hein, avec des labels qui sont mis automatiquement au fur et à mesure. Donc ça, ce sont des choses que nous avons vues. Et on arrive aux notes et aux pages, on peut voir en fait des fonctionnalités un peu, ou des cas de figure un peu plus intéressants. Bon, par exemple, quand plusieurs notes sont dans la même page, quand des notes sont sur deux pages différentes, on peut déterminer si on cite, alors, si on cite comme ici, est-ce qu'on remet le préfixe P à chaque fois, donc ici page 3, page 5, ou est-ce que, en définissant la macro CRFNM page not print first préfixe sur une seule fois, est-ce qu'on peut supprimer la deuxième occurrence, enfin les autres occurrences de pages. Donc ici on dit page 1, note 1, 2, note 3 et 4, note 3.
Et on a plusieurs cas, disons, bon, que je ne vais pas détailler ici. On voit ici une autre solution d'ailleurs pour les numéros de ligne, c'est de les mettre en exposant. On voit qu'on peut supprimer complètement l'espacement et le préfixe entre le numéro de page et le numéro de la ligne. Ce qui donne ce genre de choses ensuite quand on a plusieurs lignes, hein, qui est plus lisible que la version que je vous ai indiquée tout à l'heure. Alors maintenant, je voulais du coup parler de l'aventure de la création de cette extension, puisque au départ, je pensais pouvoir partir sur des macros tout simples en une après-midi, et en fait, c'est un travail qui m'a pris des soirées, des dimanches pendant des mois, parce que je ne me rendais pas compte de la complexité en fait, de l'algorithme et de l'apprentissage que ça demandait. Et donc, les choix d'implémentation déjà qui découlent des contraintes que je me suis fixées au départ, donc que ce soit compatible, que ça ait la plus grande compatibilité possible, c'est que tous ces algorithmes ne doivent être écrits qu'en pure tech. Je crois que je n'ai même pas utilisé l'extension de ETech parce que ça posait des problèmes avec contexte. Et donc, notamment, j'ai dû me débrouiller pour les extensions avec les expand after et ne pas utiliser expanded et no expand, ce genre de choses. Et donc, et là, on verra que c'est un peu excessif en fait, mais je n'en avais pas vraiment conscience à ce moment-là. Crossref Enum n'utilise aucune macro fournie par un format ou même par d'autres extensions. Ce qui est très bien pour apprendre à programmer en tech, mais en réalité, il existe des extensions qui sont écrites elles-mêmes en pure tech et donc qui auraient pu fonctionner avec Crossref Enum et fournir des abstractions qui m'auraient facilité les choses. Et donc le noyau, ce que j'appelle le noyau, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, vraiment l'algorithme central de Crossref Enum qui fait la plus grande partie du code source. Donc récupère les valeurs brutes, compare les valeurs, exclut celles qui sont redondantes, crée les intervalles, et ensuite la mise en forme de l'énumération des références se fait en appelant les macros personnalisables qu'on a vus tout à l'heure, hein, du genre headline, formatting second. Et donc ensuite, pour que ce noyau puisse interagir avec le document, on a en gros deux interfaces. La première interface, c'est celle qui récupère les valeurs brutes, donc tous les numéros de page, de ligne, etc. Et là, du fait des contraintes posées par Tech, tous les calculs qui sont faits ensuite doivent être opérés sans effet de bord, ce qui implique qu'il faut trouver ou définir des macros purement développables pour obtenir toutes ces valeurs brutes. C'est pour ça qu'on ne peut pas actuellement utiliser l'INO avec Crossref Enum. Il faudrait patcher l'INO parce que l'INO, à la différence de Relay de Mac, ne fournit pas de commande qui permet de récupérer le numéro de ligne correct quand l'alinéation se fait par page. Elle a une commande qui permet de le faire pour afficher le numéro de ligne correct dans le document, mais elle n'est pas purement développable. À l'intérieur de la définition, il y a des définitions de macro, et ça, une définition de macro à l'intérieur d'une autre macro, dans Tech, c'est un effet de bord, ça rend la macro non purement développable. Et ensuite, sur l'autre côté de l'interface, pour la mise en forme, on a vu tout à l'heure que Crossref Enum marchait sans
sans que l'utilisateur n'ait à définir aucune macro, il fait un affichage par défaut. Et donc, toutes les macros de mise en forme ont en fait des valeurs par défaut, ce qui permet assez facilement d'adapter, parce que les valeurs par défaut sont pour l'anglais, donc on peut assez facilement adapter par le français en mettant des valeurs par défaut qui fonctionneront pour tous les types, par exemple et à la place de n, ce genre de choses. Et ensuite, on peut modifier pour certains types au coup par coup, comme on l'a fait tout à l'heure, en précisant dans le nom de la macro qu'on définit le type sur lequel elle porte. En fait, toutes les macros que je vous ai montrées jusqu'ici, qui contenaient headline et page 9 dans l'intitulé, ont un équivalent avec default qui est valable, donc sauf contre-ordre pour tous les types. Et donc, le fait d'avoir ces deux interfaces distinctes du noyau, cela permet d'étendre le support de Crossref Enum à de nouveaux types, comme je l'ai indiqué. Donc, il suffit, en fait, entre guillemets, si la chose est possible, d'indiquer à Crossref Enum quelle macro il peut utiliser pour récupérer les valeurs brutes sur le nouveau type et de lui donner les macros pour mettre en forme ce nouveau type. Et on peut également, du coup, l'étendre à de nouveaux formats, puisqu'il écrit en PureTeX, il peut marcher normalement avec n'importe quel format de texte. Et donc, il suffit, là encore, d'implémenter les types supportés par ce nouveau format et d'indiquer à Crossref Enum quel macro standard du format il doit utiliser pour afficher les messages d'erreur et pour écrire dans le fichier auxiliaire. Parce que Crossref Enum a besoin d'écrire dans le fichier auxiliaire pour savoir notamment s'il y a plusieurs notes dans une même page ou ce genre de choses. Bon, ensuite, l'autre détail d'implémentation, hein, c'est la suite de tests. C'est moins original, mais ça m'a permis d'éviter des régressions en augmentant la complexité au fur et à mesure que je programmais. Et donc, on peut le voir ici en œuvre. Donc, en implémentant le support pour le type ZPage qu'on voulait utiliser tout à l'heure. Donc d'abord, on déclare le nom du type, donc avec une macro simplement, la macro c'est RFNM ZPage, dont la valeur est ZPage avec une majuscule, c'est important. Ensuite, alors ces macros, j'en suis pas très content, il faudrait que je fasse simplement une macro de plus haut niveau, mais ça permet simplement de déclarer à Crossref Enum l'existence de ce type. Donc ici, j'ajoute CRFNM at ZPage à la macro SimpleRefTypes, parce que c'est un type simple, juste à la page, et je l'ajoute à la macro également, à la liste des types supportés, pour éviter d'avoir le message d'erreur qu'on avait tout à l'heure. Ici, je lui indique la macro à utiliser pour afficher dans le document le numéro de page. Ça, ce n'est pas Crossref Enum qui le fait directement, parce que des macros comme PageRef, par exemple, peuvent ajouter des choses supplémentaires, par exemple faire appel à HyperRef pour avoir un numéro de page sur lequel on peut cliquer. Donc, Crossref Enum délègue à la macro utilisée par ZRef pour afficher le numéro de page. Et donc, si on avait implémenté un type, par exemple, Zline, on aurait défini la macro CRFNM at ZlineRef. Ensuite, donc ça pour
récupérer le numéro de page brut sans tous les effets de bord dont je viens de parler. On lui indique la macro à utiliser de ZREF, là encore, donc ZREF at extract, le label, puis l'argument page qui permet de lui dire qu'il faut extraire l'information, le numéro de page et pas un autre numéro. Et enfin, ici, les deux macros qui indiquent comment mettre en forme, quel préfixe utiliser, donc zpage c'est p.espace insécable, et que quand c'est au pluriel, c'est la même chose que quand c'est au singulier, en ne pas pp en français. Et donc ensuite, une fois qu'on a mis tout ça, on a notre belle énumération qui indique toutes les pages dans ce document auxquelles on peut trouver des exemples, les exemples. Alors maintenant sur le bilan de cette entreprise, hein, globalement ça marche, le fichier test donne toujours les résultats escomptés donne toujours les résultats escomptés. Donc, à partir du moment où tout a été, tous les objectifs ont été atteints, je l'ai publié. Pour l'instant, je sais que nous sommes 2 utilisateurs, moi et un ami auquel j'ai donné le fichier sur une clé USB et qui, lui, utilise Context pour faire sa thèse. Ça m'a permis d'ailleurs d'améliorer un peu le support à Context. Et tout de même si nous ne sommes que 2 utilisateurs, je pense que ça pourrait être sympathique d'apporter quelques améliorations. Bon, d'abord, en préparant cette présentation, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petites erreurs, quelques petites fonctionnalités à ajouter, des macros de plus haut niveau, donc ça, c'est assez simple et ça pourrait être fait rapidement dès que j'en aurai envie. Surtout, la prochaine chose que j'aimerais bien faire, c'est mettre un support pour Optech. Mais ça, il se trouve que je n'utilise Optech que pour des documents assez simples. Je trouve que c'est un très bon format pour ça. Et donc, en réalité, pour l'instant, je n'en ai pas vraiment eu besoin. Et ce serait, j'ai un peu regardé, ce serait quand même non trivial avec le système de référence d'Optech de réussir à obtenir notamment les valeurs brutes. Et maintenant, plutôt bilan plus global de toute cette entreprise sur le développement en tech pur. Je vais essayer d'aller assez vite. D'abord, moi, quand j'ai commencé, je n'avais fait jusque-là que des macros qui permettaient en gros de modifier un peu l'affichage de certaines choses, d'automatiser, enfin, des macros classiques de tech, la tech, dans mes documents de niveau utilisateur. Et donc, je me suis rapidement rendu compte, quand j'ai essayé de faire des choses d'un peu plus bas niveau, que je ne maîtrisais pas tech. Et il faut reconnaître qu'il y a quand même, pour ce langage un peu bizarre, une documentation de qualité, pas énormément de ressources, mais en fait, qui suffisent vraiment à apprendre tech comme langage de programmation. Alors, le TechBook et TechByTopic, comme il mélange des aspects programmation et des aspects composition de tech, ne sont pas forcément évidents à utiliser dans cette perspective. Par contre, le livre en français, en plus, qui m'a vraiment aidé à comprendre comment ça marche, avec des exemples, des exercices, des explications lumineuses, c'est
Surtout, en fait, ce qui a causé la plus grande difficulté pour moi, c'est la particularité de Tech d'être un langage fondé exclusivement, je pense, sur les macros, donc sur des mécanismes d'extension. Il n'y a pas de fonction et très peu de commandes à proprement parler. Et donc le fait que ce soit un langage à macro donne beaucoup de liberté pour définir de nouvelles syntaxes, de nouvelles constructions, mais en même temps, comme Tech ne fournit que des composants de bas niveau, par défaut, on est constamment obligé de réinventer la roue, hein, notamment des fonctions pour, par exemple, simplement des tests conditionnels type case. Hein, j'ai dû en faire un pour indiquer si on est dans tel format, il faut faire telle chose, si on est dans tel autre format, il faut faire telle autre chose. Ça, si on fait uniquement avec des tests conditionnels imbriqués, on se retrouve rapidement avec un code illisible. Donc, on doit réinventer un peu ce type de construction. Bon, le fait que ce soit un langage à macro également rend difficile parfois la compréhension de ce qui se passe et de ce qu'on est en train d'écrire. Il faut simuler la manière dont le texte va être remplacé dans l'expression qu'on est en train d'écrire et les remplacements successifs, et ensuite la manière dont Tech va relire la nouvelle expression. Ce qui demande un peu d'exercice, et là encore, pour préparer cette séance à un moment, j'ai passé quand même plusieurs dizaines de minutes à essayer de comprendre pourquoi c'était dans l'implémentation de ZP. Non, dans un code que j'ai écrit, ça ne fonctionnait pas. Et le fait que les macros ne soient pas des fonctions, ça implique cette difficulté dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette contrainte qu'on ne peut pas utiliser de macro qui produit un effet de bord dans certains cas, notamment pour obtenir des valeurs brutes et travailler dessus. Ce qui fait que ça contraint fortement, et ça, je me suis retrouvé face à ce problème en écrivant l'extension moi aussi. Si on est en train d'écrire une macro qui va produire une valeur manipulée ensuite par une autre macro, on doit renoncer en fait à un certain nombre d'outils, notamment tout simplement à la définition de variables à l'intérieur de notre macro, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, la simple définition d'une variable est un effet de bord. Tandis que dans un langage avec des fonctions plus classiques, la fonction peut produire des effets de bord et retourner quand même une seule valeur qui peut être utilisée ensuite par d'autres fonctions. Et donc finalement, tout ça mis ensemble rend complexe des tâches qui, en fait, pourraient être, qui sont simples dans la plupart des autres langages, notamment la manipulation de chaînes de caractères. C'est un problème auquel j'ai fait face pour traiter les indications d'intervalle, hein, quand on avait LP1 ou LP3. Alors après, avec la nuance qu'il existe quand même quelques extensions qui sont écrites en PureTech que j'aurais pu utiliser et que j'aurais pu étudier surtout. C'est en fait la première chose par laquelle il aurait fallu commencer avec lire la documentation, c'est étudier des extensions déjà écrites pour mieux comprendre. Et donc, maintenant, la question que forcément je me suis posée en écrivant ça, c'est est-ce qu'il faut renoncer à ce genre d'entreprise dans laquelle je me suis lancé? Est-ce que finalement, ça n'aurait pas été plus facile d'écrire une extension avec les outils de la tech, puis une autre extension en utilisant les outils de contexte? Mais personnellement, je ne suis pas sûr déjà que ça m'aurait pris moins de temps au bout du compte, parce qu'il aurait fallu apprendre, trouver et apprendre tous ces outils qui m'auraient aidé dans chacun de ces formats, tandis qu'apprendre à programmer en PureTech,
Ça permet d'écrire des choses qui marchent pour tous les formats. Je trouve en fait dommage qu'il y ait ces espèces de silos ou de monolithes constitués par les formats où en fait on lit ensemble des interfaces de programmation, des techniques de composition des pages ou des choix faits dans la manière dont sont composées les pages, des outils qui aident à faire de la simple mise en forme sur des passages réduits. Et finalement, je trouve qu'on pourrait avoir une approche plus modulaire qui existe en fait déjà en partie. Si on pense à TIGZ par exemple, on peut l'utiliser aussi bien dans la texte que dans le contexte. Et donc promouvoir en fait cette approche modulaire permettrait d'avoir une plus grande réutilisation de ce qui se fait dans une plus grande réutilisation du code en fait entre différents formats. Et en particulier, ce qu'il serait sympathique de faire, je vais peut-être m'y mettre à un moment donné, c'est essayer de trouver, et c'est assez facile en suivant la TDS, les extensions de programmation qui sont valables pour n'importe quel format de texte. J'en ai listé ici quelques-unes, notamment Xstring qui permet de faciliter la manipulation de chaînes de caractères, et XPKV qui me permettra sans doute de créer des interfaces clés-valeurs qui permettront d'avoir une interface de personnalisation de l'affichage un peu plus sympathique à écrire et moins verbeuse que le système de macro que j'ai créé moi-même. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si on a le temps.